Bonjour à tous, merci de vous rejoindre à cette vidéo. Et donc, il a pour but de pouvoir vous offrir un exemple d'échographie que l'on fait dans le contexte des participants dans les études du NeoCardiolab, surtout les participants adultes, et pour les technologues qui vont participer à notre équipe pour l'acquisition de ces images. Donc, je vais commencer en vous présentant à vrai dire, certaines des ressources qu'on a mis à votre disposition sur le site internet du NeoCardiolab. Donc, il faut aller sur neocardiolab.com. Et dans cette section, il y a premièrement une section qui s'appelle Adulte échographie, échographie adulte. Et vous pouvez ensuite aller dans Normal Adult Echo, ou en français écho normal chez l'adulte. Et nous les avons mis tous par section. Et donc, vous allez voir les images qu'on acquiert dans le contexte des projets de recherche ainsi que les mesures. Donc ça reste une ressource quand même importante pour votre formation en lien avec l'acquisition des images. Dans la section recherche, donc si vous allez ici à More, vous allez trouver une section qui s'appelle recherche et vous allez trouver dans la section recherche une zone qui s'appelle Sarabi. Donc le bouton Sarabi, c'est surtout des sujets adultes et donc vous allez retrouver dans ça de manière euh, standardisée également à l'intérieur d'un seul portail les informations en lien avec l'acquisition des images pour ces études. Donc, vous allez retrouver un lien direct à la section pour adultes. Vous allez trouver aussi une section qui s'appelle Nobologie, qui était une revue, à vrai dire, assez sommaire de l'utilisation de la machine EPIC, avec certains des éléments en lien avec les presets qui peuvent être ajustés pour l'amélioration des images. Vous allez retrouver les vidéos en lien avec la formation spécifique des technologues pour la machine en français et en anglais pour l'acquisition des images adultes. Et vous allez trouver le protocole d'échographie avec toute la séquence des images que l'on obtient. Ces images sont utilisées pour faire des mesures, évidemment, et donc je vous ai mis à votre disposition non seulement la liste des mesures que l'on va faire sur ces images-là, mais également l'atlas en lien avec comment nous allons faire ces mesures-là. Et donc, dans cet atlas, vous allez pouvoir voir des exemples des images de comment on obtient les mesures sur les images que vous allez obtenir chez ces sujets qui ont été recrutés dans les différentes études. Et donc, vous allez trouver que, par exemple, on va faire le temps d'éjection du ventricule droit, sur un Doppler pulsé de la voie de chasse droite. Vous allez trouver par exemple des exemples d'insuffisance pulmonaire ou de comment on mesure l'indice d'excentricité, etc. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers une échographie qui a été faite en exemple chez un adulte. Ça a été fait hier, donc c'est vraiment pas un choix de sujet ou d'imagerie parfaite, c'est juste l'imagerie qui a été obtenue. Donc, sur la première image, vous voyez qu'il n'y a aucun identifiant du patient. Seulement, on met sur la première image le numéro de l'étude du sujet. Donc, par exemple, ici, c'est test subject, mais pour certains sujets, ça va être Sarabi 03, Sarabi 05. Donc, c'est codifié pour qu'on puisse retracer les images avec le sujet qui a été enrôlé dans l'étude. On met la tension artérielle lors du moment d'échographie, la taille et le poids du sujet pour pouvoir éventuellement faire les mesures Z-score et également la surface corporelle. Donc, ici, j'ai commencé avec le parasternal long axe. Donc, vous voyez qu'on essaye d'avoir le ventricule gauche allongé avec la voie de chasse gauche, la valve aortique, ainsi que la valve mitrale et l'oreillette gauche. On met ensuite de la couleur pour évaluer s'il y a des signes d'accélération, de turbulence, de sténose de la valve mitrale ou d'inquiétude au niveau de la valve aortique. Ensuite, on fait un zoom sur la valve aortique pour les mesures de la voie de chasse gauche. Ensuite de cela, on met de la couleur sur le zoom de la valve aortique. Et ensuite, on retourne en arrière et on fait de la couleur spécifiquement sur la valve mitrale. On obtient ensuite, on met notre ligne d'interrogation à la jonction de l'oreillette gauche et de la valve aortique pour obtenir le mode M. Donc ici, vous voyez un mode M où est-ce qu'on voit la fermeture de la valve aortique et l'oreillette gauche pour pouvoir mesurer le ratio OG sur aorte. Ensuite de cela, on obtient un mode M au niveau du bout des feuillets de la valve mitrale afin que l'on puisse mesurer et voir s'il y a des signes d'hypertrophie ainsi que la fraction de raccourcissement.
On fait ensuite un balayage en postérieur pour essayer d'aller obtenir la valve tricuspide et on obtient la couleur sur la valve tricuspide. Donc ici, j'ai dû me réajuster jusqu'à ce que j'ai pu obtenir des images de meilleure qualité pour pouvoir vraiment mesurer la valve tricuspide. Puis une fois que j'ai satisfait avec mes images, on remet de la couleur et on essaye d'obtenir un Doppler pulsé au niveau de l'entrée du ventricule droit pour évidemment mesurer nos vélocités, notre E et notre A durant les phases de diastole. Donc, on essaye d'obtenir ça dans toutes les vues possibles parce que certaines fois, chez les dames enceintes, qui sont des sujets qu'on scanne préférentiellement, on utilise les vues qu'on essaye, qu'on est capable d'obtenir pour pouvoir obtenir ces Doppler pulsés qui vont nous permettre de faire des mesures de fonction et de performance. Ensuite, on obtient un Doppler continu à travers la valve tricuspide pour mesurer, entre autres, s'il y a de l'insuffisance tricuspidienne, mais également mesurer la durée de la systole et la durée de la diastole du ventricule droit. On fait ensuite un balayage en antérieur pour aller obtenir la voie de chasse droite. Donc ici, on voit la voie de chasse droite. Puis ensuite, on essaye de faire un zoom sur la voie de chasse droite pour pouvoir aller mesurer la valve pulmonaire. On met ensuite de la couleur pour essayer de voir s'il y a de l'accélération ou de l'insuffisance pulmonaire. Puis on se fait ensuite un Doppler pulsé au niveau de la voie de chasse droite. Donc ici, on voit le Doppler pulsé qui nous permet ensuite de mesurer l'éjection, donc la distance d'éjection du ventricule droit. On obtient ensuite un Doppler continu à travers la voie de chasse droite pour essayer d'obtenir, par exemple, des signes d'insuffisance pulmonaire ou une accélération qui pourrait être en lien avec une sténose pulmonaire. Donc ici, j'ai repris un zoom de ma valve pulmonaire pour essayer de la mesurer plus tard. Donc on revoit ici, sans le zoom, la voie de chasse droite. On fait ensuite notre 90 degrés pour obtenir notre parasternal corax au niveau de la valve aortique et de la valve pulmonaire. Une fois que c'est obtenu, on fait un zoom sur la valve aortique pour voir les trois feuillets et s'assurer qu'elles s'ouvrent bien. Et on veut idéalement faire ensuite un zoom sur la valve pulmonaire, comme ici, pour pouvoir la mesurer en corax. On fait ensuite de la couleur sur la valve pulmonaire pour voir s'il y a des signes d'accélération ou d'insuffisance pulmonaire. Et la même chose qu'on a fait en long axe, on obtient un Doppler pulsé et un Doppler continu au niveau de la voie de chasse droite. Ensuite, on place notre ligne d'interrogation au niveau de notre jonction aortique et de l'oreillette gauche pour répéter un mode M pour pouvoir quantifier le ratio OG-aorte. On fait ensuite un balayage en inférieur pour obtenir la vue parasternal corax du ventricule gauche et voir la valve mitrale s'ouvrir et se fermer. Et on va appliquer les méthodes de strain par spherical tracking. Donc, on fait ensuite une ligne d'interrogation à travers le ventricule gauche pour obtenir le mode M afin de pouvoir mesurer la fraction de raccourcissement et la taille des parois en systole et en diastole. On fait ensuite un balayage inférieur pour essayer d'aller obtenir les piliers de la valve mitrale. Donc ici, on voit les papillary muscles, les piliers de la valve mitrale. Puis ensuite, on descend à l'apex pour obtenir au moins 2-3 battements au niveau apical du ventricule gauche. On essaye ensuite de refaire un balayage de l'apex jusqu'à la valve aortique pour montrer les continuités entre les structures. Ensuite, on met de la couleur au niveau de la valve tricuspide afin de pouvoir voir s'il y a de l'insuffisance tricuspidienne. On obtient encore une fois un Doppler pulsé au niveau de l'entrée de la valve tricuspide et un Doppler continu pour voir s'il y a des signes d'insuffisance tricuspidienne. Donc, même si vous n'en avez pas, enregistrez-le parce qu'on va faire d'autres mesures comme par exemple la mesure de la durée systolique comparée à la mesure de la durée diastolique. Ensuite, on passe en apical, où est-ce qu'on voudrait avoir une bonne vue du VD et une bonne vue du ventricule gauche. Donc ici, c'est la vue avec un focus sur le ventricule droit, où est-ce qu'on veut avoir la paroi libre, la valve tricuspide pour pouvoir la mesurer, le septum, l'apex,
et l'oreillette droite pour pouvoir faire une planimétrie de l'oreillette droite. Et donc, dans cette vue, on va pouvoir obtenir aussi les mesures en diastole du VD, faire le strain et les mesures en systole pour mesurer la fraction de l'air du VD. On met ensuite de la couleur pour essayer de visualiser la valve tricuspide. Et encore une fois, on essaye d'obtenir un Doppler continu pour voir s'il y a de l'insuffisance tricuspidienne, mais également un Doppler pulsé que vous allez voir un peu plus tard. Donc ici, je me réajuste pour essayer de réajuster et voir mieux ma paroi libre dans ce contexte-là. On obtient ensuite le TAPSI, qui idéalement se mesure en mettant la ligne d'interrogation à travers l'apex jusqu'à la paroi libre du ventricule droit via mode M. Puis ensuite, on obtient au niveau de la paroi libre du VD un Doppler tissulaire pour pouvoir mesurer les vélocités ainsi que le TIE index ou l'indice de performance myocardique. Donc ici, j'ai répété l'acquisition de mon ventricule droit et de mon oreillette droite. Puis ici, j'ai obtenu mon Doppler pulsé. Ensuite, on essaye de prendre une vue avec un focus sur le VG. Idéalement, on veut avoir le septum, la paroi libre, voir la valve mitrale, l'oreillette gauche et les muscles papillaires, ce qui nous dit qu'on est dans le bon axe pour le VG, afin de pouvoir éventuellement mesurer la fraction d'éjection par Simpson en utilisant le 4 chambres et le 2 chambres. Une fois que c'est fait, donc on obtient quelques clips, surtout quand les images sont un peu plus difficiles, puisque au moins si on a un ou deux battements, on va pouvoir faire les mesures. On fait un Doppler tissulaire au niveau du septum et un Doppler tissulaire au niveau de la paroi latérale. Et donc ici, on fait aussi un Doppler pulsé au niveau du inflow du ventricule gauche. Donc ça, c'est le Doppler pulsé pour pouvoir mesurer les ondes E et A. Ensuite de cela, on met de la couleur au niveau de la valve mitrale pour voir s'il y a des signes d'insuffisance mitrale. Ici, j'ai répété le Doppler pulsé pour mieux différencier mes ondes E et A qui étaient presque fusionnées ici chez ce sujet. Ensuite de cela, j'ai essayé d'obtenir le Doppler titulaire pour l'onde S, l'onde E et l'onde A. Donc ici, on était un peu angulé, donc parfois, il faut se réajuster pour avoir les meilleurs tracés. On obtient ensuite un 2 chambres, idéalement avec l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Donc ici, j'ai fait quelques ajustements pour essayer d'obtenir mon 2 chambres chez ce sujet-là en particulier. Puis ensuite, on essaye d'obtenir notre 3 chambres en 2D, où est-ce qu'on voit la valve aortique, la valve mitrale et toute la paroi du ventricule gauche. Une fois que ça s'est fait, on essaye d'obtenir de la couleur, où est-ce qu'on peut au moins visualiser le inflow de la valve mitrale, puis ensuite l'éjection dans la voie de chasse gauche. On essaye ensuite d'obtenir un Doppler pulsé au niveau de la voie de chasse gauche pour pouvoir mesurer la vitesse d'éjection en faisant un VTI ou une R sous la courbe. Puis ensuite, un Doppler continu pour s'assurer qu'il n'y a pas de signe d'insuffisance aortique ou de sténose aortique. Ensuite, on obtient un Doppler pulsé au niveau de la cavité en 3 chambres. Donc ici, on peut voir un peu mieux le E et le A, mais surtout, ce qui est d'intérêt, c'est de voir entre l'éjection de la voie de chasse gauche et le début de la diastole, la durée de la relaxation isovolumétrique, qui est un indice de fonction diastolique. On obtient ensuite le volume 3D du ventricule gauche au niveau apical 4 chambres. Donc ici, j'ai fait un high volume rate capture, mais on essaye d'obtenir le plus haut chiffre en termes de Hertz, tout en ayant toute la paroi du ventricule gauche pour qu'on puisse reconstruire le VG. Et donc, idéalement, il faut bien voir les parois le plus possible dans les deux axes, si possible. Des fois, c'est difficile chez les sujets de femmes enceintes. Et donc ici, j'étais quand même satisfait de mes images, mais il faudrait obtenir idéalement des volumes high volume rate capture et si possible, au moins un ou deux volumes avec une recomposition à 4 battements. On fait la même chose au niveau du ventricule droit. Donc ici, j'ai obtenu des high volume rate capture du VD. On voit la valve tricuspide et on voit l'oreillette droite et on voit en section coupée perpendiculaire à cette évaluation. Donc, quelques volumes qui ont été ajustés pour le ventricule droit. Ensuite, et ici, l'essai d'une obtention d'un 4 battements.
Ensuite, on essaye de faire un sous-costal. Je vous dirais que parfois, c'est très difficile chez les femmes enceintes. Parfois, une fois après leur accouchement, c'est plus facile. Donc, on fait notre mieux. Mais si c'est pas possible de l'obtenir, c'est pas possible de l'obtenir. Je veux pas que vous poussiez ou perdiez trop de temps. Mais si on a l'information, tant mieux. Le but, c'est d'essayer de voir le septum interauriculaire et essayer de voir s'il y a des signes de shunt, donc de passage au niveau du septum interauriculaire. On essaye également d'obtenir une vue de la veine cave inférieure afin de voir s'il y a un certain degré de compression durant la respiration. Puis ensuite, on obtient un Doppler couleur, une vue avec la couleur sur la veine cave inférieure et les veines sous-hépatiques, puis un Doppler pulsé au niveau des veines sous-hépatiques pour voir s'il y a du flux rétrograde qui pourrait laisser présager de la dysfonction diastolique. On fait ensuite un Doppler au niveau de l'aorte descendante abdominale si on arrive à l'obtenir, donc en couleur, puis ensuite de cela, un Doppler pulsé, donc PW. Et si possible, on obtient une vue de l'arche. Et donc, ici, c'était particulièrement difficile chez ce sujet. Donc, je vais vous montrer la vue de l'arche qu'on aimerait idéalement obtenir si possible, mais parfois c'est non faisable chez ces patients-là. Donc, si vous allez sur le site internet et que vous allez dans écho normal et dans la vue suprasternale, vous allez voir les vues de l'arche idéales qu'on aimerait obtenir et ensuite mettre la couleur et obtenir un Doppler pulsé, donc un PW au niveau de la horte descendante, ce qui va nous permettre de pouvoir mesurer les signes les indices de résistance et les indices de pulsatilité au niveau de l'aorte descendante et similairement au niveau de l'aorte ascendante, un Doppler pulsé au niveau de l'aorte ascendante. Un élément qui est manquant à mon échographie sur mon sujet que je vous ai présenté, c'est que si on est capable d'obtenir idéalement un Doppler pulsé, donc on aimerait ça avoir la couleur au niveau de l'oreillette gauche, puis ensuite obtenir un Doppler pulsé au niveau de la veine pulmonaire droite supérieure, afin de pouvoir avoir certains des indices diastoliques en lien avec cette mesure. Donc, c'est un peu le protocole. Vous allez retrouver beaucoup d'informations sur le site web, entre autres dans la section échographie cardiaque normale chez l'adulte, ainsi que le détail complet de la liste des séquences qu'il faut acquérir. Idéalement, on aimerait avoir un minimum de 2-3 battements lors des acquisitions. Lors de mon sujet test, j'ai été quand même assez vite, puisque c'était pour simplement démontrer certaines des images. Mais idéalement, ce qu'on aimerait, c'est avoir au moins 2-3 battements par séquence. Et par souci de complétude, au moins un scan au niveau du septum interventriculaire avec la couleur pour s'assurer qu'il n'y a pas de signe de communication interventriculaire qui pourrait laisser présager qu'il faudrait les référer en cardiologie clinique. Et donc, ceci est indiqué dans le protocole qui est sur le site Internet au point de vue de la séquence d'acquisition d'images. Donc, merci d'avoir écouté et j'espère que vous avez trouvé ce petit vidéo pratique et qui va vous permettre de vous sentir mieux confortable lors de l'acquisition des images pour nos échographies. Et merci de participer justement dans nos projets de recherche et je vous souhaite une bonne journée.